Bien, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à nouveau pour cette nouvelle session des Midi Médiathèque. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir quelques personnes en salle. Donc je vous rappelle que maintenant on a la possibilité d'accueillir une trentaine de personnes, en espérant qu'en septembre on va pouvoir vous accueillir beaucoup plus nombreux. Bien, alors avant la période des congés d'été, on va avoir un dernier Midi Médiathèque qui sera qui se tiendra le vendredi 2 juillet, donc la semaine prochaine, et nous aurons le plaisir d'accueillir Silvano De Franceschi, qui est directeur de recherche au CEA, la direction de recherche fondamentale, et il nous propose de nous parler du rôle possible des matériaux semi-conducteurs dans les dispositifs de calcul quantique. Alors, voilà, quel est le rôle? Est-ce qu'il y a effectivement un rôle pour ces matériaux? Et donc, il passera ça d'un point de vue relativement large, puis il focalisera quand même sur les qubits de spin basés sur les technologies du silicium en tant que semi-conducteur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Poliak-Vaujour, donc qui est responsable scientifique du département système au CEA Leti, et qui va nous parler aujourd'hui du terrain de jeu des ingénieurs systèmes au niveau de l'optimisation énergétique. Emmanuel, la parole est à toi. Merci Amal, bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être ici pour faire ce Midi Médiathèque. C'est aussi plaisant d'avoir des gens face à moi, c'était assez inespéré, donc le plaisir est d'autant plus important. Donc je m'appelle effectivement Emmanuel Poliak-Vaujour et Amal l'a dit, je travaille au département système du CEA Leti. Je suis ingénieur-chercheur dans ce département et responsable scientifique. Et donc le département système, c'est un département qui on va dire, développe des solutions électroniques pour les systèmes de capteurs, pour l'énergie, pour les télécommunications et puis pour la sécurisation des systèmes embarqués, donc la cybersécurité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de l'optimisation énergétique. Et donc, je vais le faire à travers une présentation que j'ai intitulée « L'optimisation énergétique, terrain de jeu des ingénieurs systèmes ». Et je pense qu'on va prendre un petit peu de temps d'abord pour expliquer de quoi on parle quand on parle d'optimisation énergétique, parce que c'est un domaine qui est très vaste et qui peut être compris de plein de manières différentes. Et de même, le système, c'est un domaine assez vaste et qui peut être compris de plein de manières différentes. Donc j'y passerai un petit peu de temps et je vous donnerai des exemples pour mieux expliquer le point de vue d'aujourd'hui. Voilà. Donc la première question que je me suis posée pour préparer cette intervention, c'était optimisation énergétique, de quoi parle-t-on? Donc je me suis empressée d'aller voir mes collègues du département système, les experts, on a beaucoup discuté sur ce sujet, la perception qu'ils en avaient. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que même au sein de mon écosystème, où nous avons tous un petit peu le même métier et où nous travaillons sur des applications qui sont similaires, on se retrouve très rapidement avec un amoncellement de concepts autour de l'énergie, autour de l'efficacité énergétique, autour de la récupération d'énergie, la consommation d'énergie, et que tout ça contribue à l'optimisation énergétique. Mais le risque finalement dans cette thématique-là, comme c'est souvent le cas quand on fait du système, c'est un petit peu celui-ci, celui de mon petit personnage là, en bas de l'image, qui va regarder son problème dans son coin, soulever le coin de son tapis, répondre à sa question, probablement très bien, et de la manière la meilleure manière qui soit, mais qui malgré tout ne va pas voir le problème dans son ensemble, et donc sa contribution risque de ne pas avoir de portée au niveau de l'optimisation énergétique. Voilà. Donc le premier constat, c'est que vraiment c'est un concept qui est vaste et qui est difficile à définir, mais qu'il est important de définir pour pas passer à côté. Voilà. Donc deuxième manière de voir les choses, l'optimisation énergétique finalement, pourquoi faire? Pourquoi la fait-on? Pourquoi est-ce qu'on cherche à optimiser? Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'optimisation énergétique plutôt sur le plan environnemental. Hein. Il y a une espèce de moteur là en ce moment qui draine un certain nombre de thématiques et l'optimisation énergétique effectivement répond à certaines préoccupations environnementales. Mais au département système, ce n'est pas notre préoccupation principale et c'est ce qui fait aussi que l'optimisation énergétique, en fait, on la regarde depuis des années, des décennies, parce que notre moteur à nous, il est d'abord technologique.
On fait, comme je vous l'ai dit, du système embarqué. Donc, c'est ce qu'on appelle les objets connectés. Vous les connaissez tous. Vous avez tous un smartphone. Vous avez tous une montre bracelet, ce genre d'objets-là. Et dans ces objets-là, on a un budget énergétique qui est fixé. Donc, l'optimisation énergétique, c'est une nécessité. On n'a pas le droit, finalement, de consommer plus que ce qu'on a. C'est un moteur technologique. On a aussi des moteurs économiques parce que bien, l'énergie, ça coûte cher. Et puis, gérer des flux d'énergie importants, ça coûte cher aussi en termes d'infrastructure, voilà, pour nos partenaires. Donc, on travaille aussi sur ces problématiques-là depuis très longtemps. On a évidemment des moteurs sociétaux, et là, on va retrouver l'environnement, hein, typiquement, mais également, imaginons la santé. Si vous avez un dispositif médical que vous portez sur vous, sa consommation énergétique est une de vos préoccupations. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, on va dire, sur plusieurs plans et pour lequel on a plusieurs motivations. Donc, vous trouverez beaucoup sur Internet, quand vous vous baladez, beaucoup d'études, d'articles, de papiers d'opinion sur qu'est-ce que l'optimisation énergétique. Il y en a beaucoup qui sont très pertinents, hein. Je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça dépend beaucoup de ce que vous cherchez. Moi, j'ai choisi de vous parler un petit peu d'un papier publié par Capgemini en mars 2020, parce qu'il présente les choses sous un angle qui m'arrange pour ma présentation, mais il n'est pas meilleur qu'un autre, hein. Donc, Capgemini s'est amusé un petit peu à décrire le paysage énergétique de 2050 et à lister le champ de contraintes autour de, justement, l'optimisation énergétique. Ils l'ont représenté comme ceci. Je ne sais pas si j'aurais choisi cette représentation-là, ni le poids de ces différentes contraintes de la même manière, mais peu importe, tout est là. Le premier champ de contraintes, c'est le contexte, c'est l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, prenons la situation géographique où vous vous situez. Selon là où vous êtes, l'énergie n'est pas produite de la même manière. D'accord ? La production d'énergie diffère. L'accès à l'énergie peut différer également. C'est-à-dire que le réseau d'énergie n'est peut-être pas aussi développé dans différents endroits. La réglementation varie. Je prends l'exemple des télécommunications. Vous avez des standards en télécommunications, des fréquences que vous pouvez utiliser dans certaines régions du monde, et puis pas dans d'autres régions du monde. Donc, quand vous voulez utiliser un standard de télécommunication qui est économe en énergie et qu'il n'est pas disponible dans votre zone géographique, c'est un élément de contexte que vous ne pouvez pas contourner. Voilà. Donc ça, le contexte, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Un petit peu dans la même veine, il y a la partie du haut de la pyramide qui fait allusion aux usages. Alors ça, c'est extrêmement important, les usages, quand vous faites des objets connectés. Vous imaginez bien que tous les développements que nous faisons peuvent être totalement remis en cause par les usages que les gens, ou les clients, les partenaires en feront. C'est exactement la même problématique. Les usages, vous ne pouvez pas les maîtriser, mais vous devez impérativement les considérer, les prendre en compte. Ce sur quoi on va en revanche avoir un impact direct au CEA-Leti, au département système, c'est sur les progrès technologiques. C'est la partie du milieu. Et donc, ils ont divisé la technologie en deux volets. Les technologies pour l'énergie, d'une part, donc la production d'énergie, les nouvelles énergies et tous les développements technologiques autour de ça. Et puis d'autre part, les technologies plutôt du numérique, parce qu'effectivement, l'accès à l'énergie, le fait d'optimiser passe souvent par la mise en place de systèmes numériques et d'intelligence, on va dire, dans la gestion de l'énergie et qui viennent donc alimenter les technologies de l'énergie. Donc c'est vraiment là que nous allons nous situer. Et puis, dans ce petit papier d'opinion, enfin, cette petite revue, il liste également des facteurs clés. Quels sont les facteurs qui vont, demain, influencer le paysage énergétique? Donc, je les ai un petit peu listés là. C'est peut-être pas complètement exhaustif. C'est pas l'idée, de toute façon. Mais par exemple, parmi ces facteurs clés, il y aura la demande en énergie, les comportements des personnes, on en parlait, les usages. Il y aura l'évolution du mix énergétique aussi, entre énergie fossile et énergie renouvelable. Il y aura l'évolution des réglementations. Et puis, il y a deux points particuliers dans ce papier qui résonnait avec les activités du département système. Le premier, c'est que, effectivement, la combinaison des progrès des technologies de l'énergie et des technologies du numérique vont influencer le paysage énergétique de 2050. C'est une façon de voir l'optimisation énergétique, c'est quand la technologie se met au service de l'optimisation énergétique. Et le deuxième point,
il parle de l'adoption radicale des solutions alternatives technologiques de très basse consommation. Là, c'est une autre façon de voir l'optimisation énergétique, c'est-à-dire que ce sont les systèmes électroniques ou les systèmes que vous utilisez qui sont directement optimisés en énergie. Donc, on ne parle plus de la distribution, on parle vraiment des technologies que vous utilisez tous les jours. Ce sont les deux façons qu'on a de voir les choses au département système, et donc je vous donnerai des exemples pour chacun de ces deux volets. Mais avant ça, je vous parle depuis le début d'ingénieur système, de département système. Qu'est-ce que c'est que le système? Là encore, vous pouvez avoir de multiples définitions. Et pourquoi est-ce que l'optimisation énergétique ne peut pas s'envisager en dehors d'une vision systémique? Donc, c'est un petit peu la question qu'on va discuter maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? Alors, ça paraît très basique, hein, mais le petit schéma qui est là, on l'utilise énormément entre nous. Un système peut être représenté comme ça, hein, avec plusieurs blocs qui interagissent entre eux. Par exemple, un bloc d'acquisition, un bloc de traitement, un bloc de restitution, et puis un bloc d'énergie qui alimente tous les différents blocs du système. Un système reçoit quelque chose en entrée, de l'énergie, typiquement, et puis restitue quelque chose qui peut être une donnée, qui peut être de l'énergie aussi, un autre type d'énergie qui peut être toutes sortes d'informations. Voilà. Alors ce système, vous pouvez le décliner un petit peu comme vous voulez. Là, je vous en ai illustré 3 exemples. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de système temps réel. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement un système qui est capable d'interagir avec son environnement et d'adapter son comportement à son environnement, ou du moins de remonter une information qui contient aussi l'information de l'environnement. C'est un système temps réel. Système connecté ou objet connecté, on en a déjà parlé. Eh bien, c'est tout simplement un système qui est capable de communiquer avec, par exemple, ses semblables, un autre système qui est identique, ou bien avec vous, par l'intermédiaire de votre smartphone, par exemple. Typiquement, le système connecté, hein, c'est votre réfrigérateur qui discute avec votre cafetière. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas plus compliqué. Et puis, vous avez peut-être entendu parler des systèmes autonomes en énergie. Hein, on en parle beaucoup. On dit souvent système autonome, d'ailleurs. Alors, un système autonome en énergie, c'est un système qui a sa propre source d'énergie. Donc, soit parce qu'il est capable de capter l'énergie de l'environnement, de la transformer et de la rendre utilisable pour le système. À ce moment-là, on parle de récupération d'énergie, c'est ce phénomène-là. Soit parce qu'il embarque sa propre source d'énergie, donc par exemple une batterie qui va être rechargeable ou une pile. Voilà. Ce système est autonome, il est fermé. Et puis, si en plus il est équipé de communication sans fil, il est vraiment complètement autonome. Je voulais vous en amener un et je réalise que j'ai oublié de l'emmener, mais c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un système. Alors, je voulais juste vous donner peut-être un exemple de système, parce que on n'a peut-être pas tous la même définition. Ça peut très bien être un système à l'échelle microscopique, et puis ça peut être un système à l'échelle d'une usine, par exemple, voire d'une ville, voire de la planète entière. Ce sont des systèmes, tout ça. Les champions incontestés du système en technologie, ce sont les intégrateurs automobiles et les intégrateurs aéronautiques. Les voitures et les avions sont des systèmes d'une complexité immense, mais qui se décrivent exactement de la même manière, c'est-à-dire un bloc d'acquisition. Donc là, je vous ai mis le cas de la voiture sans conducteur. Tous les capteurs qui sont sur la voiture constituent le bloc d'acquisition. Un bloc de traitement, donc là, qui va fusionner toutes les données des capteurs et qui va permettre d'appréhender l'environnement du véhicule. D'accord ? Donc c'est la reconstitution que vous voyez dans l'image supérieure. Et puis une restitution qui est là, en l'occurrence, le pilotage de la voiture, c'est-à-dire le fait de la faire circuler. Et puis le bloc énergie, bon, ben là on la connaît tous, c'est soit l'essence ou l'électricité, c'est un autre débat. Mais ça, c'est un système, typiquement. Alors nous, en microélectronique et en électronique, au LETI, on ne travaille pas sur des systèmes d'une telle complexité, bien que, je ne saurais pas le dire, mais les systèmes qu'on a l'habitude de voir, en fait, ils ressemblent plutôt à ça. Donc le bloc d'acquisition va souvent être un capteur. Le bloc, alors un capteur du CE à LETI, hein, par exemple, sorti des salles blanches. Le traitement va être un composant électronique programmable, c'est-à-dire dans lequel vous pouvez mettre un petit peu d'intelligence. Pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, ce sont les microcontrôleurs, les FPGA. Et l'intelligence dont on parle, eh bien, ce sont les algorithmes embarqués qui vont permettre de faire la fusion de données capteurs ou bien l'apprentissage. Hein, ce sont toutes les techniques qu'on appelle d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de machine learning, de deep learning, etc. Ce sont des algorithmes et éventuellement, on va embarquer ces algorithmes dans la partie traitement du système. Le bloc de restitution, le plus souvent pour nous,
c'est de la communication sans fil, c'est de l'ARF, mais ça peut tout à fait aussi être une mémoire dans laquelle vous allez stocker l'information issue du système. Ça peut être un écran qui vous affiche une info, ça peut être un actionneur, c'est-à-dire que le système va se mettre en action suite à la captation d'une information. D'accord ? Et puis bien sûr, un bloc énergie qui va alimenter tout ça. Alors, ces systèmes électroniques et microélectroniques, ils peuvent avoir des profils énergétiques différents. Et donc, quand on essaye de faire l'optimisation énergétique d'un système, on peut se retrouver dans plein de configurations différentes. Je vais vous en illustrer quelques-unes, mais c'est pas du tout exhaustif, hein. C'est juste un petit peu une vue de l'esprit pour que vous vous rendiez compte du travail de l'ingénieur système. Donc, typiquement, un système, il peut être efficace en énergie. C'est le premier cas. Votre système, il fait la mission que vous lui avez donnée, la tâche que vous lui avez donnée, il utilise pour ça toute l'énergie que vous lui avez donnée, il utilise toutes les fonctions de traitement, il fait le job. Il est efficace en énergie, d'accord ? C'est simple, mais c'est incroyablement pertinent dans la plupart des cas. Votre système est efficace en énergie et ça suffit, c'est un très bon choix. Après, vous pouvez avoir envie de tirer un petit peu de partout dans le système, peut-être d'ajuster un petit peu la référence du capteur que vous avez, d'ajuster un petit peu votre algo pour que peut-être il consomme un peu moins et voilà, de tirer un peu sur chacun des blocs pour faire en sorte que votre système il fasse la même fonction, mais en utilisant un peu moins d'énergie. Vous obtenez un système qui est efficient en énergie, d'accord ? Vous avez le cas du système économe en énergie. Alors, le système économe, eh bien, il a une réserve d'énergie, mais il va décider de seulement utiliser l'énergie quand il en a besoin, là où il en a besoin. Donc seulement une partie, et il va être en mesure de stocker le reste. Donc ça, c'est celui qui embarque sa batterie, hein, typiquement, et qui, petit à petit, va envoyer quand on lui demande de l'énergie. Vous pouvez vouloir que votre système soit frugal. Alors, on entend beaucoup ce mot, hein, frugal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vous allez vouloir de votre système le minimum de fonctionnalités, avec le minimum de traitement, hein, le minimum d'énergie. C'est-à-dire qu'il va consommer très peu, il va aussi faire très peu, et ce sera le juste nécessaire. Il sera frugal. Bon, en électronique, au département système, on est aussi confronté à deux autres types de systèmes de façon très récurrente, et qui sont les systèmes très spécifiques ou très génériques. Alors ça, c'est un point de vue qui est très intéressant pour comprendre l'optimisation énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un système très spécifique ? Eh bien, c'est un système pour lequel vous allez savoir exactement ce qu'il doit faire, dans quel contexte, dans quel applicatif. Il va refaire un petit peu toujours les mêmes opérations. Vous allez savoir exactement de quel bloc vous allez avoir besoin et à l'intérieur de ces blocs, de quelle fonction vous allez avoir besoin. Donc, vous allez le faire presque à la carte, ce système. Vous allez vraiment connaître aussi les interactions entre les différents blocs. Elles vont être prédéfinies. Ce seront toujours les mêmes. Donc, vous allez pouvoir, on va dire, concevoir tout ça dès le départ. D'accord ? C'est typiquement ce qu'on fait en électronique intégrée. Quand, au lieu d'avoir une carte électronique avec des composants dessus, on décide de tout intégrer dans une puce silicium. Bon, ben, dans la puce silicium, on va fabriquer des petits composants, des transistors, etc. On ne pourra pas venir les dessouder et les remplacer, hein. Donc, une fois que ce sera fait, ça fonctionnera d'une manière et pas d'une autre. C'est un système qui est incroyablement optimisé en énergie par conception. Hein, évidemment, puisqu'on fait toujours les mêmes chemins, on sait exactement ce qu'il va faire. En revanche, si vous avez une application numéro 2 qui se pointe et qui ressemble pas tout à fait à l'application numéro 1, vous n'allez peut-être pas être en mesure de réutiliser votre système très spécifique parce qu'il ne pourra pas fonctionner de façon optimisée dans cette nouvelle application. Alors, à l'opposé du système spécifique, vous avez le système générique. Alors, le rêve de tout électronicien. Le système générique, il est prêt. Il a tout. Il a tous les capteurs, il a tous les traitements, il a tous les modes de communication possibles et imaginables, et il a un stock d'énergie, on va dire, conséquent, bien dimensionné pour répondre à tout au cas où on allume tout en même temps. On a la possibilité justement d'allumer, d'éteindre ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, mais en tout cas, tout est présent, et donc ce système, il va être un petit peu surdimensionné de partout. Mais l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, il va fonctionner pour l'application numéro 1, et puis, il fonctionnera aussi pour l'application numéro 2. Un matin, vous le faites fonctionner à 1 kHz, aucun problème. Le lendemain, à 10 kHz, facile. Il est capable. D'accord ? Par contre, alors évidemment, vous faites beaucoup d'économies en tout genre quand vous faites ça, puisque vous ne redéveloppez pas un système pour chaque utilisation. Donc oui, c'est avantageux sur plein de plans, mais sur le plan de l'optimisation énergétique, vous imaginez bien que c'est peut-être pas idéal. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours idéal. Voilà.
Et donc, alors la dernière configuration que j'ai mis là, c'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose, hein. Chacune des configurations que je vous ai présentées, elle est optimisée en énergie pour un contexte donné. Il n'y a pas de souci, ce sont toutes de bonnes configurations. On pourrait imaginer aller un peu plus loin, alors avec la configuration que j'ai appelée optimisée, où alors chacun des blocs aurait exactement ce qu'il lui faut à l'endroit où il faut, voire même serait capable de se réarranger au fil du temps. Vous pourriez allumer partie des blocs, éteindre partie des blocs, vraiment à la demande, voire il apprendrait tout seul. Oui, ce serait un système extrêmement optimisé et là, vous auriez vraiment le Graal. Mais il faut vous poser la question toujours, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans ce niveau de détail? Est-ce que ce que je veux pas, finalement, c'est un système économe? Est-ce que c'est pas suffisant? Voilà. Donc, il faut toujours se poser cette question. C'est ce que fait l'ingénieur système quand il commence à traiter le problème de l'optimisation énergétique. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. On a dit qu'est-ce que l'optimisation énergétique, comment on la décrit, qu'est-ce qu'un système, on sait de quoi on parle. Donc, j'avais envie de vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on fait dans nos laboratoires, même si je suis spécialiste d'aucun de ces exemples-là, mais au moins vous comprendrez peut-être un peu mieux en quoi consiste ce métier d'ingénieur système et comment on traite ce problème. Donc, le premier exemple, alors, simplement, je vais revenir un peu. Je vais traiter deux exemples qui font référence aux, vous savez, les deux items dont on a parlé précédemment. La première approche, c'était de dire, on met la technologie au service de l'optimisation énergétique. Et la deuxième approche, c'était de dire, on a des systèmes extrêmement optimisés en énergie. Donc, je vais donner ces deux exemples-là. Essayer de vous faire mieux intuiter la différence. Donc, le premier exemple, c'est on va dire l'exemple du réseau de distribution d'énergie. D'accord? Et donc là, typiquement, en mettant la technologie au service des technologies de l'énergie, vous pouvez optimiser complètement, mais à très grande échelle, la façon dont vous concevez un réseau d'énergie. Et vous pouvez intervenir à un peu tous les niveaux. Et je vous donne un exemple un peu précis sur le dernier maillon de la chaîne, la dernière partie du réseau énergétique, qui est l'habitation, donc chez vous. Typiquement, nos équipes au département système travaillent sur une technologie de hub énergétique. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est. Un hub, ça va être un élément d'électronique de puissance qui va permettre de gérer les flux énergétiques entrant et sortant dans votre habitation. D'accord? Il va gérer les flux à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la production d'énergie, par exemple vos panneaux solaires ou votre éolienne dans votre jardin. Au niveau du stockage aussi, c'est-à-dire que, imaginons, vous avez un véhicule électrique, vous le garez dans votre garage, vous le branchez. Potentiellement, c'est une réserve d'énergie disponible pour le réseau, potentiellement, s'il devait y en avoir besoin. Eh bien, le hub énergétique va permettre de gérer les échanges entre le réseau énergétique et votre véhicule. C'est ce qu'on appelle le vehicle to grid, pour ceux qui connaissent les interactions entre le véhicule et le réseau. Il va gérer aussi donc tous les échanges d'énergie. Comment fonctionne ce hub énergétique? Bon, je suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais typiquement, on va utiliser une technologie de convertisseur de puissance haute fréquence avec un très très fort rendement et qui va venir en fait remplacer ce qui normalement est fait avec plein d'éléments d'électronique de puissance. Donc la notion de hub, c'est le fait d'avoir plus qu'un seul élément et donc d'avoir déjà un système qui est pas mal optimisé pour gérer de manière optimisée l'accès à l'énergie. Donc là, en plus, on combine les deux volets, quoi. On a tout gagné. Et donc la deuxième illustration, eh bien, ce sera un exemple de système autonome et ultra basse consommation. Alors, on entend ces mots partout, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? J'ai choisi de vous présenter le nœud Précom, on l'appelle comme ça entre nous, c'est du nom du projet dont il est issu, qui est un système, alors là, c'est le champion des systèmes économes en énergie. Typiquement, le nœud Précom, il est capable d'abord de consommer très 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 peu d'énergie quand il fonctionne, et en plus quand il fonctionne pas, il dort. C'est-à-dire qu'il plonge dans des modes de veille profond et qui se réveille seulement quand on en a besoin. Donc typiquement le système économe. Que fait le nœud Précom? En fait, Précom, c'était un projet européen dans lequel on devait développer alors nous, l'ETI, un capteur qui permettait de mesurer, de faire des mesures sur des machines-outils.
pour l'industrie. Donc là, on est typiquement dans le domaine de l'industrie 4.0 pour ceux à qui ça parle. Hein. Donc on place ce nœud sur les machines-outils, il fait des mesures, hein, il mesure la signature vibratoire de la machine, et puis il détecte d'éventuels modes de défaillance de la machine. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive, ou par abus de langage, la maintenance prédictive. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous étions en charge de développer ce nœud. Les autres partenaires développaient l'envoi des données dans le cloud, le traitement des données, etc. Et donc l'ingénieur système qui se retrouve à devoir développer ça, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il fait son petit schéma, il se demande quel type de système il va concevoir, et puis il fait son petit schéma électronique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir d'abord des composants qui gèrent très bien l'ultra basse consommation, qui sont conçus pour ça. Donc par exemple le composant programmable ici, le microcontrôleur, qui est vraiment conçu pour faire de ce qu'on appelle l'ULP, ultra low power, donc très basse consommation. Il va choisir par exemple un standard de communication ici Bluetooth Low Energy, donc qui est conçu pour consommer peu. Donc là, le standard 4.2 ici, je crois même que depuis il y a des nouveaux standards qui sont encore plus favorables. Et puis il va faire l'ingénierie de son système pour avoir des éléments qui sont très proches du nœud intelligent, et puis d'autres qui sont plus en périphérie, de sorte que tous les chemins énergétiques soient optimisés dans le système. Et puis il va dimensionner aussi, bien sûr, sa batterie en fonction du nombre de mesures qu'il faut faire par jour ou par semaine, de la durée des mesures, etc. Donc il connaît bien l'environnement, donc il peut bien dimensionner son système. Alors maintenant, ce système Précom, il est super, il est très bien, mais il pourrait être encore plus optimisé parce que je ne sais pas si vous voyez dans le schéma du centre, il y a une petite indication en rouge qui dit IA, donc intelligence artificielle. Donc, vous voyez que le traitement, là, il est conçu pour être à l'extérieur du nœud capteur. Bon, ben, on peut très bien imaginer que finalement, on intègre une partie de ce traitement dans le nœud capteur. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, typiquement, on va chercher à développer des algorithmes d'apprentissage. Donc là, j'ai mis de machine learning pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, qui soient basse consommation. Alors ça, en un sens, c'est déjà un défi, hein, faire des algorithmes d'apprentissage qui soient basse consommation, mais je dirais que ça pourrait faire l'objet d'un autre Midi Minatech. Je ne vais pas en parler ici. Et donc des algos qui soient à destination de l'applicatif, c'est-à-dire de la maintenance prédictive ou préventive, mais qui soit, pourquoi pas, aussi à destination du système lui-même, la façon dont il fonctionne, la façon dont il gère son énergie. Bien sûr, tout ça va demander qu'on revoie complètement les architectures du système. Donc, on a encore du travail à faire sur l'optimisation de l'architecture. Et puis, il y a aussi une tendance qui est très forte et qui est très importante, c'est le fait d'avoir des systèmes sans batterie. Batteryless, ce que j'ai écrit ici. Donc, pourquoi pas lui mettre à ce système une brique de récupération d'énergie. Vous avez en haut, là, une petite carte électronique qui intègre un panneau PV pour s'auto-alimenter. Voilà. Donc, ce nœud, on peut encore l'optimiser. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut peser le pour et le contre de faire tout ça. Parce que c'est quand même beaucoup de travail de recherche de faire ces items qui sont là sur la diapositive. Voilà. Et donc, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de récupération d'énergie. C'était un peu prévu, vous inquiétez pas. Je me suis dit que finalement, ce serait très bien de les inviter un jour, hein, les experts de récupération d'énergie du département système. Ils vous en parleront bien mieux que moi. Mais j'en ai beaucoup parlé, donc effectivement, c'est un sujet qu'on couvre beaucoup. Et voilà comment ça fonctionne, la récupération d'énergie. Hein. Il faut vous capter l'énergie par le biais d'un récupérateur. Donc, nous, on dimensionne des récupérateurs dans notre équipe. Vous traitez l'information pour qu'elle soit exploitable par le système. Vous la stockez, vous la restituez. C'est le principe. Un récupérateur d'énergie est un système, clairement. Et donc, on développe des récupérateurs d'énergie au LETI qui récupèrent l'énergie des flux d'eau, l'énergie des flux d'air, l'énergie thermique, l'énergie des chocs, l'énergie vibratoire et l'énergie du mouvement, enfin toutes sortes de sources d'énergie. On est capable de développer ces systèmes-là et donc de les intégrer à nos blocs de capteurs, voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, point très important, on est aussi capable d'industrialiser ces solutions de récupération d'énergie. Et ça, c'est un point qui est fondamental finalement pour l'adoption de toutes ces technologies. C'est d'être capable de les industrialiser. Donc, ils viendront peut-être vous en parler un jour, j'espère. En Midi Minatech. Amal dit oui. Voilà, on verra ça. Donc, il est l'heure pour moi de conclure. J'ai commencé cette présentation en disant que l'optimisation énergétique, c'était le terrain de jeu des ingénieurs systèmes.
bon, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ça va être un terrain de jeu pour encore longtemps. Parce que vous l'avez vu, avec notamment l'intelligence artificielle, on a de nouveaux outils pour avancer, pour travailler et pour continuer de s'améliorer. Alors évidemment, il y a les choses qu'on fait déjà, hein, c'est tout ce qui apparaît en gris sur le côté là de l'image, et qu'on va continuer de faire, à savoir toujours optimiser la consommation énergétique de nos systèmes électroniques, à savoir également rendre plus disponible l'énergie et réguler la consommation des gens en utilisant les technologies du numérique, c'est ce dont on a parlé. Un concept un peu important, c'est qu'on doit continuer à s'inscrire dans une continuité, un continuum de méthodologie. C'était mon petit bonhomme au départ avec son point d'interrogation. C'est toujours très important, même quand vous allez avec des techniques de plus en plus perfectionnées, de vous reposer la question, oui, mais est-ce qu'à tous les niveaux du système et de l'applicatif, tout le monde fait de l'optimisation énergétique? Donc, pas oublier de toujours s'inscrire dans un continuum avec les gens qui font des systèmes plus larges. Et ça, j'ai marqué en l'absence de rupture technologique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en vue de rupture technologique sur l'optimisation énergétique. On a déjà largement de quoi faire, mais qui nous dit que demain, imaginons par exemple le quantique, voilà, qui est en train d'exploser. Est-ce que ça va pas nous apporter des nouveaux paradigmes pour l'optimisation énergétique? Ça, on n'en sait rien. Et donc dans ces cas-là, il faudra peut-être recréer un continuum aussi à ce niveau-là. Voilà. Et puis un point très important qui est démocratiser l'ULP, donc l'Ultra Low Power. C'est ce que je disais sur le fait d'avoir des solutions qui soient compatibles avec des solutions commerciales pour que les gens se l'approprient et que ça devienne un réflexe, presque qu'on banalise les systèmes ultra basse consommation. Voilà. Et puis il y a des choses un petit peu nouvelles qui émergent, qui sont sur l'autre côté là de l'image. Parce que la technologie, c'est bien, mais c'est pas tout. Et on voit des choses sur lesquelles on doit un peu s'adapter. Donc, on a parlé au début des usages. Donc, on doit continuer à apprendre les usages, à les comprendre et voir à les anticiper. C'est très dur parce que ça va très vite. Je veux dire, je sais pas combien de personnes de mon âge dans l'auditoire utilisent TikTok. Je suis désolée, mais ça va trop vite. Et ça va d'autant plus vite que la technologie ne peut pas suivre. Clairement, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, il faut anticiper. À Grenoble, on est très bien lotis puisqu'on a WiseSpot sur le site de Grenoble qui nous aide à comprendre les usages, à les anticiper et qui aide même nos partenaires industriels à comprendre comment les usages modifient les besoins qu'ils ont en R&D. Donc, on fait beaucoup de choses déjà au Leti sur ce plan-là, mais ça nous demande beaucoup de créativité et ça modifie nos métiers d'ingénieur système. Sur les réglementations, même combat. Il faut bien sûr qu'on les suive, mais il faut aussi qu'on les anticipe. Et il faut qu'on soit acteur de la définition des futures réglementations. Et c'est ce qu'on fait sur les télécommunications. On est très actif sur la définition des standards. Vous avez tous entendu parler de 4G et de 5G et puis des générations suivantes. On est impliqué pour que ça prenne en compte ces dimensions d'optimisation énergétique. Et puis des choses peut-être un petit peu plus originales sur le fait de penser les technologies différemment. Je reviens à mon hub énergétique de tout à l'heure. En fait, l'idée derrière ça, c'est de faire pénétrer un petit peu les sources d'énergie intermittentes dans le réseau, mais par le biais du consommateur qui aura fait installer son hub énergétique dans sa maison. Donc en fait, imaginez les technologies de sorte que le consommateur, l'utilisateur devienne acteur de l'optimisation énergétique. Et ça, on n'y avait pas forcément pensé dans les objets connectés et ça va être tout à fait pertinent aussi. Voilà. Donc, des choses qui nous obligent à penser donc hors de la boîte, d'où l'illustration. J'espère que vous apprécierez et qui font que l'optimisation énergétique restera encore longtemps, je pense, le terrain de jeu des ingénieurs système. Voilà, je vous remercie beaucoup et je prends vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cette présentation, cette intervention qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup plu. Je pense que les gens qui sont présents ici auront apprécié aussi, et puis ceux qui sont à distance aussi. Alors, on va commencer par les questions, et peut-être on va alterner questions en présence, il y en a, et puis les questions à distance. Alors, est-ce que dans la salle, nous avons des questions? Je vais commencer par ça. Avez-vous des questions? Tout était clair, vous n'avez pas de questions? Oui, voilà. On va vous passer le micro. Alors, d'abord, une réflexion. Je vous remercie pour votre intervention. Le sentiment que j'ai eu, c'est que tout ça crée un grand champ
pour la cybercriminalité, quelque chose d'extrêmement fragile, je pense, Oui. qui doit pouvoir être attaqué. Et je pense que la défense doit certainement s'intéresser beaucoup aux ingénieurs système. Je crois que c'est un champ. Par ailleurs, je me suis dit que dans le fond, ça pouvait être réversible, qu'on pouvait penser à stocker l'énergie résiduelle non utilisée par un système, la stocker ailleurs. Tout à fait. Une espèce de cloque énergétique. Alors, les deux remarques sont pertinentes. Alors, sur la question de la cybercriminalité, je l'ai dit rapidement et j'ai pas redonné d'exemple en lien avec la cybersécurité parce que c'est vrai qu'en termes d'optimisation énergétique et de cybersécurité, on est sur des prémices d'idées, mais effectivement, au département système, on a tout un service qui travaille à la sécurité de tous les systèmes qu'on peut développer et de bien d'autres, d'accord, qui travaille aussi à détecter les nouvelles attaques et à anticiper les futures contre-mesures qu'il faudra embarquer sur nos systèmes ou qu'il faudra faire adopter par nos partenaires. Et c'est vrai qu'effectivement, la cybercriminalité est une question qui concerne tous les domaines du système, pas seulement là les réseaux d'énergie, etc. On est très concerné là-dessus et on est une force de proposition là-dessus dans le sens où notre équipe elle est très active, très reconnue, on va dire dans cet écosystème-là, dans cet environnement-là. Mais oui, la remarque est pertinente. Oui, c'est sujet à attaque, c'est clair. Comme tout ce qu'on fait. Et sur le plan du stockage, alors nous, en département système, c'est vrai qu'on ne fait pas spécialement de développement en lien avec le stockage, mais au LETI, il y en a. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les solutions de stockage. C'est pas du tout évident, le stockage. C'est pas du tout évident. Parfois, ça consomme plus d'énergie que ce qu'on arrive finalement à stocker, ou alors c'est pas très efficace, enfin voilà. Et c'est une question qui est difficile. Alors, il y a plein de solutions extrêmement performantes qui existent. Et l'ingénierie système, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire à quel moment c'est plus intéressant d'aller stocker une énergie résiduelle. Alors résiduelle, en fait, ça sous-entend faible ou petite. Donc effectivement, il faut se poser la question d'aller la stocker si elle est faible et de savoir si on va pouvoir la réutiliser. Mais oui, la question du stockage fait complètement partie de ce que l'ingénieur système doit prendre en compte dans sa façon d'imaginer ces développements. Donc c'est tout à fait pertinent, effectivement. Sauf que nous, on ne développe pas de solution, clairement. Très bien, merci Emmanuel. Alors là, je me tourne vers la régie pour savoir s'il y a des questions au niveau à distance. Oui, voilà, j'ai une question. Alors, la notion de rendement fait référence à un ratio entre une fonction de sortie sur l'énergie introduite, mais on ne peut pas questionner l'utilité de la fonction remplie. Mais ne peut-on pas questionner l'utilité de la fonction remplie? Alors, je suis pas sûre de savoir exactement à quoi ça fait référence. De fait, la notion de rendement, je l'ai très peu utilisée dans ma présentation parce que c'est tout relatif. Il faut toujours effectivement qu'une fonction n'ait pas un impact plus négatif que le système aurait été sans cette fonction-là. Alors c'est très connu sous le nom d'effet rebond, le fait de développer toutes sortes de fonctions qui ne sont pas forcément très utiles ou qu'on considère pas très utiles. Ça, je dirais que c'est une question qui est presque en lien avec les usages. D'accord, qui est très critique. Et oui, c'est vrai que il faut toujours dimensionner son système pour qu'il fasse la fonction, on va dire, la plus adaptée. On fait souvent ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. C'est un outil qu'utilisent les ingénieurs pour savoir exactement quelles sont les fonctions importantes et pour les prioriser, etc. Et bien sûr que la consommation de chaque fonction rentre en ligne de compte dans le dimensionnement du système et dans les choix qu'on va faire. On choisit parfois de ne pas développer certaines fonctions. Après, je comprends la question dans le sens, oui, certaines fonctions, on peut se demander si elles sont vraiment utiles et si elles ne font pas un impact plus négatif que ce qu'elles font gagner en termes d'énergie. Je suis d'accord. Merci. Alors, on a une question dans la salle. Allez-y. Oui, bonjour, Timothée Sylvestre, je travaille au Wayspot et j'aurais une question sur la durabilité des systèmes électroniques, notamment des microsystèmes. Est-ce que c'est un sujet de recherche, c'est-à-dire jusqu'à quand
un système peut-il fonctionner dans le temps, un microsystème, sachant que il y a l'électronique peut-être fragile, le stockage des batteries, enfin les batteries sont fragiles. Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes qui restent en autonomie? On parle de smart dust ou des microsystèmes dans la nature pour monitorer l'environnement, qui ait une durée de vie suffisamment longue pour résister dans le temps. Est-ce que ça, c'est des sujets de questionnement ou pas? Alors, ce sont complètement des sujets de questionnement. Je dirais même que ce sont des sujets qui prennent énormément d'ampleur en ce moment. La durée de vie des systèmes électroniques, c'est une question qu'on a depuis toujours. Ça fait des décennies qu'on se pose cette question-là. Et clairement, sur les objets connectés, il faut attendre d'avoir du recul pour savoir exactement combien de temps les objets durent, etc. Parce que finalement, si on y pense, c'est un champ qui est très récent. D'accord? Mais clairement, il est difficile de dire quelle est la durée de vie d'un système dans l'absolu, puisque tous les composants ne vont pas se dégrader à la même vitesse. Alors, une bonne façon de le faire, ce serait de faire une conception, alors par exemple en couches, comme ça s'appelle onion layer, c'est-à-dire de mettre en périphérie du système les composants qui ont une durée de vie connue pour être plus courte, et de mettre au cœur du système ceux qui sont connus pour être les plus fiables. Là, c'est quand on parle de composants du commerce, d'accord? Les composants qu'on développe nous, évidemment, mais il faut qu'on attende qu'ils aient 20, 30 ou 50 ans pour savoir si effectivement ils vieillissent bien ou pas. Et on n'a pas toujours ce recul-là, hein, clairement. La technologie même, ça atteint à peine ces décennies-là. Donc voilà. Oui, c'est une question qui nous concerne. Sur la durabilité, sur le fait de mettre des capteurs dans l'environnement, etc., je dirais qu'il y a même une question qui est encore plus importante, c'est celle de la recyclabilité. Alors, on n'a pas aujourd'hui de solution clé en main pour dire un système est durable ou un système est recyclable. On y travaille énormément. Il y a un très gros effort qui est investi, au CEA en particulier, hein, mais je sais partout, pour essayer d'augmenter la recyclabilité des systèmes et de garantir une certaine durabilité. Ce sont des questions qu'on regarde. On fait des progrès là-dedans tous les jours, mais aujourd'hui, les solutions clés en main, elles n'existent pas, c'est clair. Par contre, ce sont des aspects très importants. Et une fois de plus, c'est à l'ingénieur système de prendre ça en compte dès la conception du système et ensuite de rebasculer sur toutes les technologies qui y a à l'intérieur de son système. Comme on est sur cette question-là, je me permets de te poser une question moi personnellement. Ce que je veux dire, c'est que tu avais l'air de dire que l'optimisation énergétique, c'est de longue date, c'est le métier de l'ingénieur système. Et je veux dire, est-ce que justement il n'y a pas des nouvelles questions qui sont posées aujourd'hui par le contexte énergétique actuel, qui fait que ça vous change un petit peu votre métier? Est-ce que vous avez la méthodologie, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie, tout ça qui puisse être pris en compte, les matériaux qui sont utilisés dans vos composants, etc. Est-ce que tout ça vous change pas votre métier? Alors oui, ça nous change un petit peu notre métier. Après, alors la différence, telle que moi je l'aperçois, hein, ce sera peut-être pas l'avis de tout le monde, mais pour avoir vu arriver des projets depuis une quinzaine d'années, la différence c'est que maintenant nos partenaires sont conscients de ça aussi. Donc ils ont des demandes et des attentes sur ce plan-là. Sauf qu'en fait, nous, ces attentes en termes de consommation énergétique, etc., on les prenait déjà en compte. Ça faisait partie de notre métier. Hein, les gens du circuit, l'optimisation énergétique, on ne développe pas un circuit s'il n'y a pas un intérêt sur le plan énergétique, hein, et économique et plein de choses, mais énergétique. Donc, on répondait déjà très bien aux attentes. C'est vrai que le fait de devoir, par exemple, montrer des ACV, donc des analyses de cycle de vie sur les objets qu'on développe, c'est quelque chose finalement qu'aujourd'hui on nous demande, donc on s'adapte. Hein, on est en train de se former sur ces logiciels. On a commencé à le faire sur certains exemples d'objets connectés, d'objets embarqués. Voilà, on va s'adapter, c'est certain. Oui, ça aura un impact. Mais je dirais que ça fait juste partie de notre métier. Hein, donc, au même titre que l'optimisation énergétique qu'on faisait en avance de phase avant que nos partenaires se rendent compte qu'ils en avaient besoin. Merci beaucoup. Tout simplement. Alors, je vais voir si d'abord on a une question à distance et puis ensuite je reviendrai vers la salle. Alors, merci pour cette belle et intéressante présentation, Emmanuel. Quelle est la différence entre votre nœud précom et les Wake Up Systems
également développé au Leti dans d'autres labos? C'est une bonne question. Donc, effectivement, la gestion des modes de veille et de veille profond, hein, ça se fait avec des technologies de réveil, donc wake up. Et donc, nous, enfin, on va dire que ce sont des choses qui sont programmées électroniquement, hein. Mais on a tout à fait l'intention d'optimiser ça également. Par exemple, sur le système Précom, là, il n'utilise pas un wake-up de type audio aujourd'hui, qui serait, on va dire, très pertinent. Donc, ça pourrait être une future technologie à intégrer. Ce serait bien plus efficace, on va dire, dans l'environnement dans lequel il est. Et puis, ce serait bien plus pertinent pour l'application en question. Donc, les technologies de wake-up qui sont développées au Leti, on les utilisera à terme dans des développements tels que Précom, oui, sans aucune difficulté, et au contraire. Et donc, ces technologies de wake-up radio, etc., ce sont des technologies qui sont justement ciblées pour l'optimisation énergétique. En télécom, on fait du wake-up pour aller détecter juste un canal particulier au moment où ça se présente. Donc, oui, je dirais que c'est complémentaire. Comment se situe le nœud Précom par rapport à ça? Eh bien, simplement, le nœud Précom bénéficiera de cette technologie. C'est clair. Et celui-là, mais beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Ah bien, je me tourne vers la salle. Y a-t-il une autre question? Bien. Oui, je me demande un peu si l'ingénieur système n'intervient pas en général trop tard. Il a un peu un rôle de prophète et de guide quelque part pour un marché qui pourrait être dérégulé. On pourrait aussi penser que des objets connectés, la meilleure économie qu'on pourrait leur faire en termes énergétiques, c'est qu'ils n'existent pas. C'est la fonction d'utilité réelle. Alors, et je pense que là, le marché avance sans l'ingénieur système qui devrait avancer. Ça dépend quel marché, hein, j'entends bien. Oui, il y a plusieurs questions dans la question, effectivement. Alors, les gens qui développent les objets connectés, on va dire les entreprises les plus connues et les plus grosses dans le monde, ce sont tous des systémiers. Hein, soyons clairs, c'est le métier du système. Et eux-mêmes sont des ingénieurs à système, mais des systèmes beaucoup plus complexes que ceux que je vous ai présentés là. L'ingénieur système n'intervient-il pas trop tard? On va dire que c'était peut-être une mauvaise habitude qu'on avait par le passé. Effectivement. On développait des super capteurs, ils étaient formidables, hyper performants, et puis quand venait le moment de les intégrer dans un système, on se disait que finalement, ils n'avaient pas les bonnes données d'entrée et qu'on ne pouvait pas les interfacer avec l'électronique. Aujourd'hui, on ne fait plus cette erreur. C'est-à-dire que le département système du Leti a d'ailleurs beaucoup grossi, hein, c'est quelque chose qui est devenu très important, et on a beaucoup d'interactions avec tous les autres départements parce que justement, on ne fait plus des développements pour rien. Ou qu'on n'arrivera pas à industrialiser. C'est ce que je disais sur le fait que ça doit devenir à tous les niveaux quelque chose d'habituel. D'accord? Donc oui, l'ingénieur système intervenait probablement trop tard sur le démarrage des objets connectés. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a complètement redressé la barre là-dessus. Et on est particulièrement fort, je pense, là-dessus au Leti. Après, le fait que les objets connectés, le mieux serait qu'ils n'existent pas, je dirais que je laisserai chacun se faire son opinion sur la question. Ça nous rend quand même de très très grands services et une fois de plus, je pense à la santé, par exemple, qui bénéficie énormément de tous ces développements. Donc, chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Bien. Eh bien, écoute, Emmanuel, on va te remercier à nouveau pour ton intervention et la discussion qu'on vient d'avoir. C'est super sympa d'avoir accepté de venir partager avec nous ce point de vue. On va l'applaudir quand même puisqu'on a des gens un auditoire. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de remerciements qui viennent ici, qui te seront transmis. Et probablement, s'il y a d'autres questions, elles vont être transmises pour que tu puisses leur répondre aux personnes. Sans aucun problème. Donc, je te remercie à nouveau. Et maintenant, je vous demande donc de bien garder à l'esprit le prochain Midi Minatech. Donc, on se retrouve vendredi prochain. Et pour écouter Silvano De Franceschi concernant le calcul quantique et le rôle des matériaux semi-conducteurs dans ce domaine-là. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.